Bonjour à tous pour le podcast, je sais même plus quel numéro on est, mais c'est un podcast intéressant parce que je suis avec Hippolyte et du coup ce sera un peu le duel des experts. On va un peu voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux entre le Google Ads et le référencement naturel, donc référencement naturel ou référencement payant. Après bon, spoiler alerte, la meilleure stratégie c'est de faire les deux. Mais du coup ce sera cool avec Hippolyte. Hippolyte, juste pour info, c'est un ami que j'ai depuis plus de 20 ans, donc c'est l'un de mes meilleurs amis. Et du coup c'est cool qu'on va pouvoir discuter. Ce qui est cool avec Hippo, c'est que il a pas sa langue dans sa bouche, donc du coup, il n'y aura pas de filtre comme vous connaissez ça. Après le premier thème, il sera assez neutre et puis on verra pour la suite. Donc salut Hippo, Salut Karim, merci de m'avoir invité, c'est sympa. avec plaisir. Et du coup, pour commencer quand même, le but c'est de te présenter rapidement. Depuis combien de temps tu fais du référencement payant, du Google Ads et voilà, comment tu t'es formé, comment tu es arrivé à où tu en es aujourd'hui. Alors, je m'appelle Hippolyte Bourban. J'ai d'abord étudié la finance, donc rien à voir avec ça. Peut-être un peu le côté analytique, le côté des données, mais sinon, rien à voir. J'ai bossé quelques années dans des grosses boîtes un petit peu, et puis je me suis rendu compte que ce monde un petit peu d'entreprise, des grosses entreprises, ça me plaisait pas trop. À côté, j'avais lancé un petit e-commerce, c'est un peu comme ça que je pense que j'en ai eu plusieurs, on va dire, mais que j'ai revendu et que j'ai commencé un petit peu à bidouiller avec tout ça, les publicités, et c'est ça qui m'a donné un petit peu le goût on va dire, du marketing. Et c'était en 2020, un peu avant le Covid. J'ai décidé que voilà, je voulais plus bosser en entreprise et j'ai décidé de me lancer. Et j'ai commencé, comme je connaissais un petit peu ça, de gérer des publicités Google Ads pour des clients. Alors j'ai suivi pas mal de formations au début, j'avais quelques clients que je facturais mais vraiment pas cher, certains même gratuits, enfin voilà, je me faisais une petite expérience comme ça. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai continué un petit peu, je me suis aussi formé au développement web, donc je travaille aussi comme développeur web. Euh, et puis accessoirement, je donne aussi quelques cours de programmation, de marketing, de data analytics, enfin plusieurs choses comme ça, voilà, c'est un petit peu. Donc ça fait, on va dire quoi, sérieusement 6 ans que tu fais ça. Voilà, que je suis indépendant et que je travaille là-dedans, ouais, exactement. C'est beau. Donc du coup, pour la petite introduction, après pour moi, peut-être pour rappeler rapidement, j'ai plus ou moins le même parcours qu'Hippolyte, moi, sauf que j'ai pas travaillé en entreprise. Enfin, j'ai travaillé avec des petits jobs que j'avais au début, dans la sécurité ou avec les élèves, mais disons que la seule différence que j'ai, c'est que j'ai pas cette expérience en entreprise que Hippolyte a. Et puis, moi, globalement, ça fait 8 ans que j'ai commencé le référencement naturel. Et sans plus tarder, on va y aller avec les premières questions. Donc l'idée, c'est de voir un petit peu quel est le meilleur entre Google Ads et puis le référencement naturel dans différentes niches, dans différents secteurs. Et on va vraiment voir du cas par cas. Donc la première question que j'allais te poser, c'est concrètement, qu'est-ce qui marche le mieux avec du Google Ads? Enfin, quel type de société devrait faire du Google Ads? Voilà, c'est où il y a le plus d'argent sur Google Ads en gros. Alors bon, c'est une question un petit peu compliquée, c'est assez large, c'est vrai que c'est assez large à répondre. Pour ma part, je pense pour notre part en général, ce qui fonctionne mieux, c'est la génération de leads. C'est vrai qu'on est peut-être... Après, c'est peut-être une question de spécialisation aussi, mais le e-commerce, la vente, c'est un peu moins notre truc. Euh, Surtout des domaines, par exemple, comme la mode ou la décoration. J'ai déjà fait des tests là-dedans. C'est vrai que c'est assez difficile parce que quelqu'un qui cherche une déco, on ne sait pas exactement ce qu'il aime comme style. C'est dur de matcher en fait une recherche utilisateur avec le produit. Mhm. C'est des choses qui sont beaucoup plus visuelles, qui se prêtent mieux aux réseaux sociaux. Et par contre, quelqu'un qui cherche, je sais pas, une formation sur Adobe, Photoshop ou quelque chose comme ça, c'est vraiment une recherche précise qu'on peut vraiment bien matcher avec l'utilisateur. Ou quelqu'un qui recherche, par exemple dans la construction, c'est un domaine qu'on a beaucoup, enfin, quand on bosse sur des projets ensemble, et moi aussi j'en ai beaucoup personnellement, ça marche assez bien. Donc quelqu'un qui cherche, je sais pas, à installer une pergola bioclimatique à Lausanne, et voilà, c'est assez facile de générer des leads comme ça. Donc, mais après, voilà, il y a quand même plein de typologies de. Et pour toi, dans le SEO, c'est quoi le. Je sais pas si ça répond à la question, mais Ouais, c'est. ouais. En gros, c'est la même chose que toi. C'est-à-dire que ce qui marche le mieux dans le référencement naturel, c'est clairement le domaine de la construction. C'est là où il y a le plus gros retour sur investissement. Enfin, je veux dire, dans la construction, tu peux rapidement avoir des super mandats à plus de 1000 francs, à plus de 10 000 francs, jusqu'à 100 000 francs. Enfin, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, j'ai eu une entreprise de nettoyage qui a signé un contrat de, je crois, 150 000 francs pour faire l'entretien annuel d'une école. Donc voilà, un mandat, c'est 150 000 francs annuels. Donc si
Si mon client arrive à garder ce mandat pendant 10 ans, ça fait 1,5 million, une demande. Ouais, Et non, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que quand on est sur des produits ou des services qui sont, on va dire, plus chers, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, si on vend un produit à 20 francs, 20 euros, peu importe, quand on a payé le coût de la publicité, c'est très difficile de garder une marge. Alors que si on vend quelque chose qui vaut 10 000 balles, bah là, tout de suite, on peut investir, ça dépend bien sûr le service ou le produit, mais 100, 200, 300, 400, 500, et ça nous laisse un peu plus de marge pour jouer, tester. Enfin, le SEO, c'est la même chose. Hein. ouais. Mais comme toi, par contre, le deuxième truc, c'est ce qui marche pas, c'est l'e-commerce. Enfin, alors, autant ça peut marcher l'e-commerce, je pense, vraiment sur des grosses offres, sur des gros sites. Typiquement, l'un des plus connus, c'est Decathlon, qui a vraiment chaque page catégorie qui est ultra bien référencée. Ou bien des e-commerce type nourriture, où tu as Migros, Coop, Manor, qui sont systématiquement dans les premiers. Mais là, pour moi, je préfère être transparent. L'e-commerce, c'est pas notre cible. C'est des paniers qui sont beaucoup plus gros. Typiquement, nous, pour une boîte de service, en gros, tu as un panier annuel de plus ou moins 10 000 francs sur la première année, et puis après 4 000 à 10 000 sur la deuxième année, puis la suite. Autant pour un e-commerce, si tu veux faire les choses bien, ça, c'est des dizaines et des dizaines de milliers par année. C'est des dizaines et des dizaines de milliers par mois. C'est pas du tout le même jeu, en fait. Je pense que tu l'as vu, toi, avec Google Ads. Moi, pour faire du référencement sur un e-commerce, on va toujours dire non. On va le donner ça à d'autres personnes parce que, à moins que le client ait un budget énorme, ça vaut pas la peine, quoi. Donc, Et puis c'est ce que je disais aussi, c'est si tu as un produit très spécifique, je donnais l'exemple de la mode. Si tu vends juste des t-shirts, ils peuvent être jolis et tout ce que tu veux, mais quelqu'un qui cherche t-shirt noir, en fait, on ne sait pas ce qu'il veut. Même t-shirt noir en coton ou en soie, ou je sais pas, il y aura 300 options de t-shirt noir en soie, et du coup, lequel correspond le mieux, etc. C'est très dur en fait alors que si on a un produit vraiment très spécifique, je sais pas, là par contre si on reprenait la mode, ce serait je disais un t-shirt avec un petit chat qui brille dans le noir. Bon là voilà, je pense qu'il n'y en aura pas 10 000 qui font ça, et là on peut vraiment trouver, alors est-ce qu'il y a des gens qui cherchent ça, je sais pas, mais si on a quelque chose de très spécifique qui répond vraiment à une problématique, là en général ça peut marcher quand même. oui. Mais quand on est sur des choses un peu génériques, c'est vrai que c'est assez difficile, autant SEO qu'en SEA, je pense. Oui, mais quand même, encore une fois, il faut le préciser, le référencement naturel, le SEO pour e-commerce, ça marche. Hein. On n'est pas là pour dire que ça marche pas. Ça marche, toutes les grosses marques le font. Nous, on avait eu un client en commun qui faisait du dropshipping sur des housses de lit, un truc comme ça. J'en veux plus. Ouais, non, mais moi aussi, j'en ai. Hein, j'ai quelques clients dans le e-commerce. Notamment une boîte qui fait des chaises, des bureaux ergonomiques, ça marche super bien. Mais voilà, ils sont un peu démarqués, ils ont des spécificités. C'est pas forcément à la portée de tout le monde. Ouais. Disons que nous, on parle toujours en fonction du budget de nos clients, donc des TPE, PME. Voilà. Moi, perso, je bosse pas avec la Migros ou la Coop. Voilà, c'est juste comme ça, c'est un point important. Toi, en combien de temps tu t'es formé globalement à partir de combien de temps tu t'es dit que tu étais bon dans ton domaine? Moi, je pense que ça a quand même pris, on va dire au moins 1 an ou 2, tu vois, d'arrêter d'avoir ce syndrome de l'imposteur où tu te dis, ouais, je suis un petit guignol, je connais rien. Mais c'est vrai que au début, j'ai vraiment suivi pas mal de formations. Après, c'est vrai que j'avais quand même déjà quelques années d'expérience où je l'avais un peu joué là-dedans. Mais c'est vrai que au final, il n'y a rien qui remplace l'expérience. Et tant que tu n'as pas... voilà. Après, il n'y a pas de nombre exact, ça dépend du nombre de clients que tu gères, il faut aussi gérer des comptes différents, etc. Mais c'est vrai que je dirais, ouais, au moins 1 an, 1 an, c'est le minimum, mais je dirais peut-être 2 ans d'expérience, c'est pas mal. Tu commences à avoir une certaine confiance, tu as déjà vu plusieurs types de clients, et voilà, et après, c'est de la formation continue. Donc, je dirais 2 ans pour être un peu quand même correct, quoi. Large. Ouais. Toi, tu dirais que c'est combien pour bien se former en SEO? C'est ce que je réfléchissais. Parce qu'en réalité, moi, ça a pris plus de temps. Hein. Je dirais quand même que pour être bon en référencement naturel, c'était... Moi, je dirais que ça m'a pris quand même 3 à 4 ans parce que, contrairement à toi, j'ai suivi beaucoup de formations, mais en fait, le truc, c'est que sur le marché, toutes les formations, elles sont super théoriques. Et puis, souvent, tu as des formations qui sont théoriques, puis sur des gros sites, genre typiquement sur Decathlon, etc. La plupart des études de cas, c'est sur Decathlon ou des e-commerce. Et nous qui bossons qu'avec des sociétés de services, il n'y a pas vraiment une top formation hyper ciblée sur ça, comment le pricer et tout. Donc du coup, j'ai dû vraiment tester. Et puis c'est au bout de peut-être une trentaine de clients que là, enfin, on avait un truc qui fonctionnait bien. Et encore, parce que ça change tellement vite,
tout change vite là. Depuis 3 ans avec l'arrivée de ChatGPT, il y a encore de nouvelles règles. Donc en vrai, moi je dirais que ça m'a pris 3-4 ans pour proposer une offre sérieuse. Et puis en fait c'est que plus ça avance, plus ça continue. Et puis même maintenant avec 8 ans d'expérience, je sais même pas si je me considère comme expert SEO, tellement ça bouge vite. Alors oui, je comprends ce qui fonctionne. Je vois que sur 10 projets, il y en a 9 qui fonctionnent bien. Mais le 1 où ça prend plus de temps, où ça marche pas comme on veut, franchement, il y a vraiment une grosse boîte noire que tu pourras jamais vraiment contrôler à 100%. Ouais. Non, mais ça, c'est le cas. De toute façon, dans le SEO et le SEA, on dépend de Google. Et au final, comme tu dis, c'est une boîte noire. On n'a pas toutes les. Mais après, bien sûr, il y a quand même des choses qu'on peut reproduire, qui se répètent. Donc, oui, c'est sûr, on comprend pas tout. Des fois, on a quelque chose qui marche pas, on sait pas trop pourquoi. Mais voilà, c'est pour ça que l'expérience, je pense, La pratique. c'est irremplaçable. Ouais, la pratique, on peut pas remplacer ça parce que. Bah voilà, justement, ça sort un peu du cadre théorique, on va pouvoir appliquer des choses qui marchent, enfin on voit quelque chose qui marche pas, on va appliquer une autre stratégie comme ça, donc ouais. Et après, au final aussi, il y a enfin moi j'ai parlé là, on va dire plus de la partie Google Ads, donc la partie purement acquisition, mais après il y a tout ce qui va autour, c'est-à-dire tout ce qui est du tracking, du suivi des données avec Google Analytics par exemple, c'est aussi hyper important, tout ce qui est des landing pages, de faire des landing pages qui convertissent. C'est aussi c'est fondamental quoi, si on veut avoir des bonnes campagnes. Donc c'est pas forcément que, enfin c'est pas que Google Ads, on va dire. Il faut se former aussi sur des domaines un petit peu annexes quoi. Et toujours en ayant bien des bases du marketing en tête, de bien répondre aux besoins du client, etc. Ouais. D'ailleurs, il y aura des questions sur ça dans un prochain truc qui serait intéressant. J'allais dire, le truc qui a le plus changé ces 2 dernières années. Je ne sais pas si ça te parle, cette question. Peut-être que moi, je réfléchis juste pour le référencement. Ce qui a le plus changé les 2 dernières années, c'est que là, maintenant, on a accepté le fait que en SEO, le contenu généré par de l'IA est digéré par Google. Autant au début, ah non, c'est détecté, il y avait des logiciels pour analyser si c'était du contenu fait par l'IA ou pas. Autant maintenant, vas-y, c'est full IA. Il n'y a même plus de questions à se poser, quoi. C'est tellement bien fait. Google peut vraiment pas détecter. Bah, il le détecte, mais le truc, c'est que c'est tellement bien fait. Et puis, au bout d'un moment, comment tu peux détecter si tu utilises Claude, Gemini ou Chat, tu peux vraiment plus détecter. C'est devenu vraiment extrêmement bien fait. Donc, et même si tu peux détecter 10% ou 20%, ce qui compte, c'est l'expérience utilisateur, de transmettre la bonne info. Donc, je dirais, peut-être ce qui a changé le plus, c'est qu'il faut. Jusqu'à maintenant, nous, chez Flash, on a toujours une rédactrice qui fait les textes, donc une vraie personne, une vraie humaine qui fait les textes. Mais on va pas se mentir, c'est que plus les années vont passer, plus ce sera full automatisé, puis full AI. Donc ouais, gros changement, c'est ça. Donc maintenant, tout le monde sait qu'il faut faire du contenu par l'AI. Ça va plus vite, c'est mieux, et puis voilà. Ouais. Et toi, c'est... Est-ce que vraiment il y a une valeur ajoutée du coup d'avoir encore une rédactrice ou parce que si tu peux faire des articles de blog automatisés, t'en fais, je sais pas, 10 par jour, 10 par jour sur différents clients, mais... Alors oui, aujourd'hui, en novembre 2025, il y a toujours un intérêt de travailler avec une rédactrice. En tout cas, nous, parce qu'on a des clients qui sont assez exigeants et qu'il faut faire un travail qualitatif. Et aussi parce que le prompt qu'on a pour faire la rédaction, il n'est pas encore optimisé. Disons qu'on a vraiment essayé Claude à fond. Là, on est en train de tester sur Gemini. Mais au jour d'aujourd'hui, je dirais que bien sûr qu'on peut remplacer une rédactrice par de l'AI, bien sûr. Mais je dirais, avec le niveau d'exigence que nos clients ont, ça nous prend moins de temps de le faire par une rédactrice, où c'est qualitatif, que de le faire par de l'AI, où il y a beaucoup de retours encore. Donc, la question, c'est juste le temps que ça prend. Donc, oui, aujourd'hui, c'est encore mieux avec une humaine. C'est horrible de dire ça, de faire ça avec une humaine. Non, mais voilà. Et après, la prochaine étape, ce sera de le faire par l'AI et relu par une rédactrice ou par un rédacteur. Voilà. Je vois déjà les commentaires arriver là sur TikTok. Ouais, tu peux déjà faire les articles mieux par l'AI. Enfin bref. Non, c'est une aide, c'est sûr, ça remplace rien dans aucun domaine. Hein. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup pour coder et c'est vrai que pour faire des petits trucs de code facile, c'est vrai que c'est sûr que c'est mieux, mais ça remplace pas un développeur qui a de l'expérience. Il y a toujours trop de complexité. Après, le texte c'est peut-être un peu différent, mais c'est une aide. Faut pas le voir comme ça remplace pas encore quoi. Ça remplace pas encore. Ce sera peut-être le cas dans quelques années, mais pour l'instant, ouais. Comme les sites, on va en parler dans un prochain podcast. Pour les sites, tu peux faire maintenant un site en un clic sur Claude, sur Lovable, tu peux le faire, hein, ça joue. Mais après, pour vraiment avoir le bon site qui correspond à ton contexte, à ta société et tout, je pense qu'on est encore
à quelques mois ou quelques années d'avoir ce résultat final-là. Mais ouais. Et toi, tu dirais quoi pour Google Ads? Est-ce que tu as un truc qui a changé beaucoup? Je sais, un truc que je voulais te faire rebondir dessus. Je sais qu'il y a eu une grosse augmentation des tarifs, je crois, en 2023 ou 2024. Et que là, encore, il y a un mois ou deux, encore, il y a une petite augmentation du coût des conversions. Ouais, bah, c'est vrai que la question, c'est quoi? Qu'est-ce qui a changé ces Ben dernières ouais, années? Ouais. qu'est-ce qui a le plus changé Effectivement, Google, ils augmentent tout le temps les prix. Il y a tout le temps de l'inflation. Eux, Google Ads, c'est leur vache à lait, quoi. C'est, je crois, 80% de leurs revenus qui viennent Ouais. de Google Ads, si je me trompe. Enfin, je n'ai pas le numéro exact, mais c'est 77%. Ok, voilà, bah, Exactement. c'est une grande partie de leurs revenus. Et donc, ils jouent un petit peu avec ça. Hein. Si les autres revenus sont un peu en baisse ou comme ça, hop, c'est un levier assez facile. On monte les prix sur Google Ads. Il y a très peu de transparence. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, ouais, c'est sûr qu'on dépend énormément de Google. Et on ne va pas se mentir, c'est un monopole, quoi. Mais la vraie question, ils ont vraiment augmenté les prix là depuis. Enfin, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vraiment vrai qu'ils ont augmenté le coût des conversions ou le coût des clics? Alors, là, récemment, j'ai pas forcément remarqué, mais par exemple, l'année passée, souvent, il me semble que c'est en automne où je le remarquais sur plusieurs comptes. Et d'une semaine à l'autre, on voit il y a plus 20% sans explication. Voilà. Mais au final, on peut rien faire, quoi. C'est ça ou voilà, on est invisible au final. Donc c'est un peu frustrant. Et l'autre chose qui a pas mal changé, c'est tout ce qui est sur la protection des données avec les cookies tierces, les cookies third party. Où maintenant il y a beaucoup plus de règles, c'est beaucoup plus. Il y a aussi iOS en fait qui bloque le tracking des cookies. Donc c'est beaucoup plus difficile d'avoir des données sur qui sont les gens qui convertissent dans les campagnes, etc. Et ça rend la gestion et l'optimisation plus difficile parce qu'on a moins de données. Donc ça c'est aussi quelque chose qui a pas mal changé ces 2-3 dernières années. Et puis les AI, hein, on en a l'intelligence artificielle, tu l'as déjà dit, mais de plus en plus Google pousse aussi l'automatisation. Ils veulent faire des campagnes complètement automatisées. C'est pas encore trop ça. Eux aimeraient vraiment qu'on mette notre argent, comme tu dis, que ce soit vraiment la boîte noire, qu'on leur donne notre argent et eux gèrent tout. Mais ouais, c'est pas du tout encore à niveau, quoi. Il y a encore trop de choses à contrôler et on va dire les résultats, ils sont pas encore... Pas encore ouf. Voilà. Des fois, ça marche bien, enfin, ça dépend, hein, mais il faut quand même avoir encore un contrôle manuel, une gestion plus fine que juste je donne mon cash à Google et voilà. Ouais. J'ai vu un truc. Chiffre d'affaires Google Ads 2024, 224 milliards. Si tu augmentes de 20%, ça fait 44 milliards en plus. Ouais, voilà. Genre comme ça, j'augmente mes prix, je me fais plus 40 milliards d'un coup. Ça, c'est cool, hein, bon business, hein, quand même, cette pub. Puis ouais, je pense qu'ils ont besoin de cash pour Gemini, pour tous ces enjeux-là. Parce que là, ça fait... j'ai parlé avec Patricio André, qui est spécialiste AI sur Lausanne, qui dit que maintenant, Gemini, vraiment, ils sont en train de tout casser. Hein. Vraiment, autant il y avait le VO3 pour les vidéos, autant là, vraiment, Gemini, c'est devenu... Bon, après, de jours, ça évolue. Aujourd'hui, c'est Gemini, demain, c'est OpenAI, après-demain, c'est DeepSeek. Ça dépend des utilisations, c'est ça. Il y en a un qui ressort un nouveau modèle dans 2 semaines, qui replace devant et tout. Donc, mais c'est vrai qu'ils se sont mis à niveau. Au début, c'était assez catastrophique, surtout dans l'aperçu des résultats. Il y avait des trucs complètement flingués. Mais là, pour le coup, c'est vrai qu'ils ont un modèle qui tient la route maintenant. Puis ils ont presque les meilleurs employés du monde. Enfin, ils ont les meilleurs ingénieurs. Je pense que la meilleure connaissance globale, elle est chez Google. Après, il y a toujours eu ces trucs de mercato où ils recrutent des gens de boîte en boîte, mais ouais, ils ont quand même une base de malades. Ouais, c'est sûr. Donc on a parlé de ce qui a changé, mais du coup, qu'est-ce qui ne va jamais changer? Genre, malgré tout ce qui va se passer avec les AI, avec tout ce que tu veux, qu'est-ce qui ne va jamais changer sur Google Ads? Je pense que c'est un peu ce que je mentionnais avant, c'est les bases du marketing, elles sont toujours les mêmes. On a un produit ou un service, on doit répondre à un besoin ou un problème d'un client. Et c'est aussi la psychologie des gens. Je disais des mécanismes d'urgence, par exemple, des mécanismes psychologiques comme l'urgence ou le fait que ce soit des offres limitées. Par exemple, on n'a que 5 places disponibles, des choses comme ça. Ça fait que les gens vont beaucoup plus passer à l'action, contacter. Donc le copyright, les titres choisis, c'est ça? Voilà, en fait, c'est la psychologie du consommateur. Je pense que ça va pas changer, quoi. Après que la publicité, que l'algorithme il gère la stratégie d'enchère ou que ce soit une personne manuellement, ça va peut-être changer, mais au final,
voilà, il a le besoin de répondre toujours aux besoins du client, de présenter l'information de manière claire, etc. Ça, c'est sûr que si on a une offre qui n'est pas alignée et que ce que le client recherche, ben voilà, ça sert à rien de faire de la publicité. Après, que ce soit une AI ou une personne qui la gère, je sais pas grand-chose. Je sais pas, dans le SEO, tu dirais que c'est quoi qui va vraiment pas changer? Ouais, même dans 10 ans, 20 ans. Autant les backlinks, peut-être que là, en effet, ça peut ne plus être un facteur déterminant peut-être dans 5-10 ans. Et encore, hein, parce qu'il y a toujours la partie parution presse dans les médias, etc. Mais autant le contenu, là, on est d'accord que je pense qu'avoir un bon site qui transmet les bonnes informations, qui transmet le bon message, qui a un bon canal d'acquisition avec des bons appels à l'action et un formulaire de contact simple et efficace, je pense que ça va jamais changer. Ouais. Donc, d'ailleurs, un truc que j'ai vu d'un expert, c'est que le SEO, ça va vraiment devenir le SXO. Enfin, en gros, que l'expérience utilisateur sera le premier critère. Ouais. Après, ce sera peut-être même plus, je sais pas, ce sera peut-être même plus des sites. Enfin, je sais pas, peut-être qu'on mettra l'information de. Ouais. Parce que peut-être que tu feras directement, tu dis, voilà, je cherche quelqu'un pour rénover ma salle de bain. Voilà, il te propose 3 options avec les prix. Et tu remplis le formulaire directement dans ton chat. Et peut-être que c'est ça. Enfin, je sais pas. Hein. Ouais, mais il y aura une partie ads. Enfin, je pense qu'il y aura clairement une partie clairement, ads. il y aura. Mais je veux dire, le fait d'avoir un site, parce que les gens iront toujours. C'est déjà plus le cas. Hein. Il y a déjà des gens qui passent plus vraiment par les sites internet. Ils demandent le. Ouais. Mais t'as raison sur ça. Mais pour moi, ce que je vois, c'est que les sites, ça reste quand même la vitrine. En fait, c'est comme dans la vraie vie. Ton magasin, il a une vitrine et puis voilà. Ah, bien sûr. Il faut quand même pouvoir trouver les infos quelque part. Et puis sinon, ok, il peut trouver sur les réseaux sociaux. Non, bien sûr, le chat se base sur le site pour trouver son info, mais ce que je veux dire, c'est que on va peut-être passer d'un modèle où les gens allaient sur le site pour réserver, pour contacter, un modèle, en fait, ils passent juste par le chat et ils disent au chat, voilà, c'est moi une réservation. Ouais, aussi. Et j'ai déjà des clients qui m'ont dit ça, un dentiste notamment, qui me disait, bah voilà, le client a cherché dans son chat, ChatGPT lui a donné le numéro, il a appelé et il est jamais passé par le site. Donc c'est encore assez minimal, mais c'est peut-être les manières de rechercher, elles vont changer aussi, donc on verra. Mais c'est vrai qu'on parlait de ça avec Patricio, c'est que pour le SEO, on écrivait comme le contenu 50% pour Google et 50% pour l'utilisateur. Et puis des fois, au début quand j'ai commencé, c'était vraiment 100% pour Google, où tu faisais des gros blocs de texte dégueulasses ou que personne ne va lire. Là, tu peux plus vraiment faire ça. Mais autant maintenant, tu vas devoir commencer à faire du contenu pour les AI. Et si vraiment dans 5 ans, en fait, le site, il est juste fait pour être lu par les robots, et puis que les humains sont que sur les outils, que sur les LLM, hein, que sur Chat, sur Gemini, etc., ce serait une révolution en fait. C'est-à-dire que le site ne sert plus à rien, le site sert juste à transmettre la bonne info au robot et le client final reste sur la plateforme. Ouais, c'est ça peut-être le futur. Enfin, je veux dire, je pense d'ici 5 ans, les gens iront encore sur des sites internet, mais ce que je veux dire, c'est que ce sera peut-être la manière de changer, la manière de rechercher les choses, des biens ou des services, elle va peut-être changer. Donc, on verra. C'est intéressant. Mais d'ailleurs, j'avais vu cette stat. Le gros changement, il est prévu pour 2028, où en fait les recherches organiques sont en train de diminuer au fur et à mesure. Donc les recherches organiques via Google, on va dire que Google, parce qu'on peut dire Bing et tout ça, mais voilà. Et que les recherches LLM sont en train de monter au fur et à mesure. Et en théorie, c'est vraiment le gros... l'intersection, ce sera prévu pour 2028, où les gens feront plus de recherches sur ChatGPT, Gemini et tout ça, quoi. Donc ce sera intéressant. Mais après, je pense que typiquement pour les boîtes dans la construction, il faut toujours voir les réalisations. Mais après, ça, typiquement, tu demanderas à ChatGPT, montre-moi quelques réalisations de rénovation de salle de bain. Puis eux, ils pourront scraper les photos et les mettre sur les outils. Puis ouais, là, en effet, il n'y aura plus besoin. Putain, fait chier quand même. Ouais, ça va beaucoup changer. Hein. Faudra s'adapter. Mais... Qu'est-ce qui te fait peur dans ton métier? Donc, est-ce que tu te vois toujours pouvoir faire ce métier dans 3 ans ou 5 ans? Est-ce que ça va beaucoup évoluer? Enfin voilà, plus la question peur, parce que je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui vont se faire remplacer par les AI, on va pas se mentir. Et nous, dans le marketing, on est quand même un peu en tête de liste, c'est-à-dire que ça reste quelque chose de facilement automatisable. Un couvreur, il va pas être remplacé demain par un robot Tesla, quoi, même si un bon ami à nous aimerait bien. Bref, voilà. Mais voilà, comment tu vois ton métier dans 3 ans? Allez, 5 ans, parce que 3 ans, ça reste encore assez court. C'est vrai que je pense que finalement, beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui, autant que ce soit la gestion des campagnes payantes, que moi, du développement web aussi,
il y a énormément de choses. Déjà maintenant, hein, créer un site vitrine, c'est comme tu disais, moi j'utilise Lovable par exemple. On peut faire déjà à 90%, on peut faire un site. Après, il faut repasser derrière un petit peu, c'est pas encore du 100%. Mais on peut faire déjà, ça remplace, on va dire, un junior ou ça remplace quelqu'un qui n'est pas très expérimenté. Donc, ouais, non, clairement, il va y avoir, je pense, on va devenir beaucoup plus efficace avec les outils. Je pense que ça reste une aide et ça ne remplacera jamais à 100%. Il y aura toujours besoin de l'humain pour piloter, pour guider l'intelligence artificielle. Mais après, oui, je pense qu'il y a des jobs qui vont disparaître. C'est-à-dire que... Mais ton job, genre un gars senior... Ouais, moi, je pense qu'après, moi, j'ai pas trop peur, entre guillemets, parce que je pense que je sais m'adapter, je sais apprendre, donc je vais devoir réapprendre des choses, je vais devoir changer ma manière de travailler. Mais oui, c'est sûr que la manière dont je travaille aujourd'hui, c'est sûr que dans 5 ans, elle sera complètement différente. Comme on disait, les recherches, la manière dont les gens vont rechercher sera plus les mêmes. Il y aura sûrement de la publicité du coup sur ChatGPT. Voilà, peut-être ChatGPT sera passé devant Google. Voilà, pour faire un site internet, peut-être que ce sera un prompt et ça va nous pondre un truc déjà complètement vraiment bien fait. Donc c'est sûr qu'on va se faire un peu remplacer. Après, je pense que si on est bon et qu'on garde on garde bien en tête, on a une bonne vision stratégique aussi, comme je parlais des bases, de comment bien répondre aux besoins des clients et ça, enfin des bases du marketing, on va dire. C'est ça aussi qui sera important. Il faudra juste adapter ça aux nouveaux outils et aux nouvelles manières de travailler, quoi. Mais c'est sûr que si on est un peu mauvais, en gros, si on l'utilise comme un outil, on s'appuie dessus, je pense qu'il n'y aura pas de souci et il ne faut pas dépendre de ça, quoi. Faut pas devenir... Mais voilà. Moi, personnellement, j'ai pas trop peur. Je pense que je saurais m'adapter. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui étaient peut-être un peu trop... qui se laissaient un petit peu aller. Ouais. Voilà, ça va être un peu dur le réveil, quoi, d'ici quelques années. Ouais, et beaucoup de jobs, des managers un peu intermédiaires ou qui vont se faire ramasser. D'ailleurs, je pense que le marché de l'emploi, c'est dur parce que finalement... il y a beaucoup de choses qui sont plus autant nécessaires. Ouais. Mais je sais pas, pour toi, c'est quoi qui te fait un peu peur là, pour ces 5 prochaines années, on va dire. 5 prochaines Comment années. tu vois le SEO, ton métier d'ici 5 ans, on va dire? En fait, donc nous, chez Flash, on fait 2 choses. On fait des sites web et du référencement naturel. Je dirais que pour la partie référencement naturel, je vais dire un peu la même chose que toi. C'est-à-dire que typiquement, oui, le SEO classique comme on le connaît, il sera en partie, il sera complémentaire au GEO, donc le référencement sur ChatGPT. Donc notre métier a déjà évolué. Tu parlais qu'il y aura de la pub bientôt sur les outils d'intelligence artificielle. Nous, il y a déjà du SEO maintenant sur ça. Donc en gros, le métier il est déjà en train d'évoluer. Et puis il y a une demande de fou. En fait, tout le monde veut faire ça. Donc du coup, pour moi, j'ai pas trop peur sur la partie SEO. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est nous qui faisons les textes par une vraie personne. C'est nous qui faisons les vraies optimisations on-page à la main sur Elementor. C'est nous qui, dès qu'il y a un problème technique, on le fait. Et puis peut-être que demain, au lieu de proposer une offre, là typiquement nous, on a un package globalement dans les 900 francs par mois si tu veux, peut-être que dans 5 ans, on arrivera à proposer la même offre à 600 par mois parce qu'au lieu de passer dessus 50 heures, on va y passer 30. Voilà, donc ça c'est peut-être la chose qui va changer. Par contre, pour les sites web, clairement, là il y a un gros shift. C'est-à-dire que dans les sites web, si vraiment dans 5 ans tu peux vraiment faire un très bon site hébergé en Suisse sur WordPress, Elementor avec les bons codes SEO, le bon design, le bon choix des photos, là oui, ça va commencer à faire peur. Mais quelqu'un qui aujourd'hui veut faire son site avec les AI, il peut déjà le faire maintenant. Tu vas sur Tenweb et tu fais ton site en un prompt, tu modifies toi après les textes à ChatGPT, tu peux déjà le faire maintenant. Après, c'est juste que pour avoir un bon site qui correspond au marché local, avec des bons textes, qui te mettent bien en avant et qui sait ce qui fonctionne réellement en Suisse, c'est pas encore là. Donc tu as 2 types de clientèle. Tu as ceux qui se lancent, qui veulent faire tout eux-mêmes. Et là, déjà, on les a déjà perdus maintenant. Ils sont déjà pas clients chez nous maintenant. Tu vois, nous, les sites, on les fait à 3200. Donc quand tu peux le faire en 1 heure avec le Lovable ou bien Tenweb, on les a déjà perdus. Par contre, les clients qui veulent avoir une vraie expertise et être sûrs que ça marche, qui ont investi des sous dans des machines, dans des véhicules, dans des salaires, eux, ils vont toujours vouloir aller vers quelqu'un de plus senior. Ouais, par contre, tu pourras peut-être pas leur facturer 3 000, 4 000, 5 000 balles pour un site. Oui. Parce que au final, maintenant, il y a un développeur qui travaille dessus, un designer, etc. Un chef de projet. Ça prend des heures, hein, c'est un gros travail. Mm-hmm.
mais où quand tu as une base qui est faite à plus de 80%, si c'est pas plus, par une intelligence artificielle, où tu vas peut-être passer une demi-journée, bah, ça justifie pas de garder le même prix. Voilà. Et je parle même pas des agences en Suisse qui se gavent avec des sites vitrines à 10 000 balles ou 15 000. Même déjà maintenant, c'est du foutage de gueule, mais d'ici 2-3 ans, bon, après, il y aura toujours un peu des gens naïfs il y aura toujours, qui se feront arnaquer. T'inquiète. C'est dommage, il y a des vieux qui connaissent pas trop, mais là, il y a vraiment des agences des vieux, foutage de gueule. Hein. Mais aussi le bouche-oreille de confiance. Genre, moi j'ai entendu des toutes petites TPE de 2 salariés faire des sites avec des grosses agences lausannoises. Mais tu sais, les grosses agences, et du coup tu fais un site vitrine pour 15 000 francs, c'est un template WordPress, c'est un template où ils ont changé la couleur du menu et ils ont mis le logo du client et ils le facturent 15 000. Mais ça, je pense que ça existera toujours. Hein. Tant mieux, de moins en moins. Tant mieux que les gens qui ont créé cette mauvaise réputation aux agences marketing disparaîtront. Mais ça existera toujours. Hein. Enfin, dans chaque secteur. Hein. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Et puis, on arrive presque au bout de la partie. On va aller plutôt là en mode clash. En vrai, c'est quoi? C'est mieux Google Ads ou c'est mieux le référencement? Parce que là, en fait, le titre de la vidéo, ça allait être le clash des experts, le duel des experts. En fait, non, on a juste dit que c'était bien. Genre maintenant, on va le faire en mode... là, tu as une société de service, tu as une fiduciaire, ça c'est un peu neutre. Toi, tu fais quoi? Google Ads, référencement? Alors déjà, si tu es une fiduciaire généraliste, c'est un peu compliqué parce que tu te démarques pas forcément. Ça a coûté très cher, il y a beaucoup de concurrence sur les recherches, je sais pas, fiduciaire Lausanne. 400 fiduciaires à Lausanne. Hein. Voilà. Si tu n'as aucune différenciation... Ouais, c'est un peu compliqué. Maintenant, si tu es fiduciaire spécialisé dans la transmission d'entreprise ou un truc comme ça, là, voilà, tu as un filon sur lequel tu peux pousser, ou je sais pas, déclaration d'impôt pour les gros patrimoines, enfin bref, un truc spécifique. Tu peux avoir des campagnes qui sont basées là-dessus. Moi, ce que je ferais, c'est de faire clairement du SEO. Enfin, je ferais les deux, de toute façon. Le SEO, voilà, je pense que ça reste un pilier. Et puis surtout, là, pour se positionner aussi pour le futur sur les chats, sur mes requêtes principales, du coup, je sais pas si je fais de la transmission de société, par exemple, je vais chercher mes mots-clés principaux, je les sors, et puis voilà, je vais essayer de me positionner là-dessus. Je pense que ce sera pas trop dur, parce que forcément, là, il y aura peut-être 3 à 4 fiduciaires qui feront la même chose ici. Enfin, par exemple, si on prend l'exemple de Lausanne. Mais voilà, c'est beaucoup plus facile d'apparaître. Après, il y aura toujours des recherches annexes. Il y a des milliers de mots-clés finalement sur lesquels on peut apparaître, qui sont potentiellement intéressants. Mais donc du coup, tu ferais genre, si je comprends bien, du SEO classique et du Google Ads sur les services peut-être à haute valeur ajoutée hyper spécifiques, qui n'ont pas de recherche vraiment SEO, on va dire. Après, oui, et puis il y a aussi une temporalité, c'est-à-dire forcément le SEO, ça prend toujours au minimum 3-4 mois d'avoir des résultats, c'est pas 6 mois, 1 an, même plus. Donc il y a toujours aussi, j'ai besoin de résultats plus rapidement, je veux apparaître, je veux être visible. Google Ads, t'es visible dans les 10 minutes, après avoir limité ta campagne. Donc ça, c'est aussi c'est important, quoi. Je peux tout de suite avoir des clics, des gens intéressés. Mais oui, ça permet aussi d'étendre à des mots de longue traîne, ou peut-être des intentions de recherche. Par exemple, je sais pas, le mot-clé, ça peut être transmission de société fiduciaire. Mais après, il y a des gens qui recherchent, je sais pas, impôts, transmission de société. Ils sont pas encore dans le contact à la fiduciaire, mais ils recherchent de l'information. Donc c'est là aussi qu'on peut aller, je sais pas, positionner des articles de blog, des choses comme ça. Des recherches un peu plus dans le haut du... Ouais. Toi, tu ferais quoi si tu devais choisir entre l'un ou l'autre? Si j'avais une fiduciaire, je vais te dire ça. Si j'avais une fiduciaire, ce que je fais maintenant, c'est que je commence direct du référencement naturel classique sur la ville de Lausanne avec 2-3 services annexes, donc déclaration d'impôt, même si ça marche pas beaucoup, mais au moins je tenterai. J'irai peut-être sur des trucs de transmission d'entreprise, pourquoi pas avec toute la partie payroll, donc gestion des salaires. Donc je ferai en fait du SEO classique avec 4-5 mots-clés. En même temps, parce que le référencement, comme tu dis, ça prendra 3, 6, 9, 12 mois. Je commence déjà avec du Google Ads, mais du Google Ads où je cible pas Lausanne, car trop compétitif. Donc je tenterai du Saint-Sulpice, Écublanc, Lutry, Puy, etc. Limite, même si je me renseignerai un peu sur les villes où il y a le plus de sociétés. Donc je fais du Google Ads là-dessus. Je pense que je mettrai un budget de... pour être transparent, enfin, je mets un budget entre 500 et 1000 francs de ads, en gros. Voilà, avec
ça, plus le fait de traquer les services à haute valeur ajoutée. Tu parlais de fusion-acquisition. Je crois que c'est un truc qui rapporte énormément si tu as le mandat en entier. Puis après, en général, tu regardes la société pour faire la comptabilité. Donc là-dessus, et puis dès que le SEO tourne vraiment bien, je pense que je garde quand même du Google Ads pour uniquement sur les services à haute valeur ajoutée. J'enlève la partie Google Ads classique. Parce que, bon après, en vrai, j'ai pas de retour d'expérience sur les résultats Google Ads d'une fiduciaire, mais j'ai les résultats d'une SEO d'une fiduciaire. Et puis, quand ça tourne bien, ça tourne vraiment bien, quoi. Ça peut être du 2-3 leads semaine, et leads qualifiés, de gens qui veulent prendre ta compta. Et après, il faut toujours filtrer et tout, mais voilà. Donc, c'est ce que je ferai. Et du coup, écoute, je pense qu'on arrive au bout. Je sais pas si toi, tu veux conclure. Peut-être que allez, je ferai une petite conclusion là-dessus, quand même. C'est qu'il n'y a rien qui est mieux entre le SEO et le référencement naturel et le référencement payant. C'est complémentaire. Tu as des domaines où ça marche beaucoup mieux du référencement naturel et des domaines où ça marche beaucoup mieux le référencement payant. Typiquement, on n'en a pas parlé, mais tous les domaines d'urgence en SEO, je ne prends même pas un mandat de serrurier, par exemple. On en a pris un et puis ça marche bien parce qu'on a ciblé des petites villes, mais franchement, tes serruriers, il faut aller sur du Google Ads à fond, il n'y a même pas de question. Tes dépannage sanitaire, il faut y aller à fond là-dessus. Et puis, tu as d'autres métiers où les deux vont bien. Ouais. Non, je pense que tu as tout dit, ça se complémente. Les deux sont nécessaires. Quelqu'un qui veut faire du marketing sérieusement, être visible sur Google, qui reste, on va dire, en Suisse, plus de 95% presque des recherches. Alors maintenant, ça baisse peut-être un petit peu avec ChatGPT, mais ça reste quand même, puis ça reste la base des recherches ChatGPT aussi, hein, le positionnement dans Google, finalement. Ouais. Donc, il faut faire les deux. Il n'y a pas de... Je pense que, mais bien sûr, après, ça va dépendre du secteur d'activité et tout. Mais si tu es vraiment serré, vraiment en termes de budget, genre, allez, tu viens de te lancer et tu n'as pas beaucoup de budget, tu as un budget de 10 000 balles par année, tu as 10 000 francs par année. Hein. C'est une question intéressante. 10 000 francs par année pour ta fidu, tu fais quoi? Faut cibler quelque chose de très précis. C'est-à-dire, comme je disais, je suis expert dans un truc très particulier. Il faut trouver un ou deux mots-clés hyper ciblés. Je vais faire des pages qui répondent vraiment à ça. Et voilà, j'essaye d'attirer des clients comme ça, mais on ne peut pas aller avec 10 000 francs par année se positionner sur fiduciaire Lausanne ou fiduciaire Genève, par exemple. Ouais. Il y aura 100 fois trop de concurrence, les clics ils vont être beaucoup trop chers, ça ne va rien apporter du tout. Ouais. Donc, le SEO, la même chose. C'est beaucoup trop dur d'aller se placer sur des recherches comme ça. Donc, il faut cibler une ou deux intentions très précises qui sont moins concurrentielles. Je pense qu'il n'y a pas d'autres... Donc, voilà. Magnifique. Merci Hippo pour ce premier podcast. Prochain podcast, freelance, la vraie liberté ou indépendant, la vraie liberté en Suisse. Merci à tous les Français, Belges qui nous regardent et tout. Mais là, c'est vrai qu'on va vraiment parler de la Suisse, ce qui est spécifique. Parce que souvent, je vois des commentaires des fois où ça pose des questions. Mais moi, nous, on est là pour parler de notre expérience suisse. On ne sait pas comment ça marche en France. Donc, du coup, on n'a pas d'expertise. Donc, on a merci. quand même quelques clients en France, mais en Belgique aussi. Mais... C'est vrai, ouais, dédicace à Liège, où on a 2-3 clients là-bas, même plus, 4-5 clients là-bas. Donc merci Hippo, et puis passe une bonne journée. Merci à toi, à bientôt. À bientôt, ciao.